m'appelle Manuel Bisset, je suis en charge de la practice cybersecurity chez CSC dans la région. Et je voulais dire que je suis particulièrement content ce matin. J'ai entendu tous mes prédécesseurs et leur premier, voire deuxième point, très rapidement, parler de sécurité. Donc je me dis que nous avons fait plus de la moitié du chemin, car la plupart des acteurs ont bien été sensibilisés. Car l'écosystème global, et on l'a vu tout au long de cette matinée, est en profonde mutation, en particulier dans le monde bancaire. La donnée est au centre de tous les processus, le système d'information est complètement tourné vers l'extérieur, et tout ça est un vrai challenge pour vos équipes de sécurité et pour vos business. Tout ça est et on en a parlé aussi ce matin, d'autant plus important du fait de la pression réglementaire. On l'a évoqué, mes prédécesseurs l'ont déjà largement évoqué. Je voulais juste partager avec vous trois grands enjeux qui sont extrêmement importants pour nous, Européens. Le premier, c'est la protection des données privées. Vous avez tous entendu parler de la fameuse GDPR européen qui sera activée à horizon 2018. Donc tous les acteurs, sans aucune exception, sont en pleine réflexion sur 2017 pour se rendre conforme, et Dieu sait que c'est compliqué. On a évoqué les normes plus liées au paiement. Mon prédécesseur parlait de PCI DSS. On en est à la 3.2 avec énormément de changements liés au chiffrement, et je partagerai avec vous quelques réflexions dans quelques minutes. Et pour nous, Français, nous avons la chance d'avoir un organisme qui s'appelle l'ANSSI. Et pour le secteur financier, vous le savez, et certains d'entre vous sont OIV, les décrets d'application sont imminents. Donc tout ça, beaucoup d'enjeux pour les équipes de sécurité. Il faut rajouter un troisième point qui est peut-être encore plus important pour moi, c'est la menace. La menace a complètement changé depuis 10 ans. La première chose que je voulais partager avec vous, c'est les attaquants. On n'est plus du tout dans l'écosystème d'il y a 10 ans où les attaquants étaient quelques personnes isolées en recherche de notoriété fugace. Là, on parle de filières extrêmement organisées, avec des moyens financiers assez considérables. Je discutais avec un membre de l'ANSSI encore il n'y a pas longtemps. On parlait de filières quasiment B2B, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter un ransomware et définir un modèle de service en définissant une couche de helpdesk, par exemple, avec des numéros gratuits pour faire en sorte que vos victimes, voire vos clients, puissent vous payer le plus rapidement possible et de manière la plus sécurisée possible, ce qui est assez hallucinant lorsqu'on réfléchit. Les attaques ont largement évolué aussi. On n'est plus du tout dans des attaques bruyantes qui faisaient même quelquefois sourire. Vous vous souvenez peut-être, il y a encore quelques années, on parlait du fameux virus I Love You. Là, on n'est plus du tout dans le côté amusant. Les attaques sont furtives, on les détecte très difficilement. Sachez qu'en moyenne, encore à l'heure actuelle, en France, le délai moyen de détection d'une attaque, c'est de 150 jours, ce qui est absolument considérable. Je voulais juste rappeler ce temps considérable par rapport au temps de vie d'un malware aujourd'hui sur le darknet qui est inférieur à 3 minutes. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a un déséquilibre assez notoire entre les moyens de protection et les attaques. Tout ça, il y a deux grands leviers recherchés ici. Il y a l'activisme, c'est-à-dire vraiment avoir un discours quasi politique, mais surtout la cybercriminalité. Il s'agit de faire de l'argent, beaucoup d'argent. En 2015, les études les plus conservatrices parlent de 500 milliards de dollars d'argent détourné. Et pour cette année qui se termine, là je vous donne un chiffre extrêmement conservateur là aussi, on parle de 2000 milliards, donc 4 fois plus. Je vous donne juste un chiffre pour nous Français, pour une attaque qui est peut-être pas du tout technologique, la fameuse arnaque au président. Cette année, l'ANSSI, donc ils n'ont pas forcément une vision complète de ce type de détournement, puisque évidemment ils ne savent que ce qu'on leur a bien remonté, s'élève déjà à 500 millions d'euros, ce qui est absolument considérable. Donc dans le secteur bancaire, qui sont bien sûr des victimes privilégiées, comme je vous l'ai dit, il s'agit de faire de l'argent. C'est véritablement la nouvelle manière de cambrioler. D'ailleurs, pour faire écho avec une conversation que j'ai eue avec certains d'entre vous,
C'est beaucoup moins risqué de braquer une banque virtuellement que de braquer une banque physiquement. Je voulais juste vous rappeler quelques éléments de loi. Je ne vous le conseille pas, mais si vous braquez une banque en sortant de cette session, vous risquez, si vous êtes pris, à peu près 10 ans de prison. Si vous faites la même chose sur Internet, vous risquez 3 mois avec sursis. Il y a encore un gros déséquilibre. Vous avez tous en tête les attaques, ça paraît dans la presse très très régulièrement. Je voulais juste en rappeler quelques-unes pour que vous ayez encore quelques chiffres en tête. L'année dernière, donc c'est encore tout récent, plus de 100 banques ont annoncé donc, le détournement de entre 500 millions et 1 milliard d'euros détournés par un malware extrêmement puissant qui s'appelle CyberNark. Vous avez sans doute en entendu parler, qui pendant plus d'1 an a exfiltré donc des virements avec des impacts assez considérables. Pas plus tard que la semaine dernière, je partageais vraiment l'actualité, une des 6 grandes banques de Liechtenstein a annoncé s'être fait dérober la quasi-totalité de leurs comptes clients. Et le risque, là c'est une rançon, on leur demande 10% des encours, ce qui est évidemment totalement considérable. Et pas plus tard que vendredi dernier, vous avez dû le lire dans la presse, la Banque centrale russe a annoncé donc le détournement de plus de 2 milliards de roubles, ce qui est l'équivalent à peu près de 30 milliards de dollars, liés donc à des problématiques de vol de comptes clients, c'est-à-dire d'identifiants clients. Et donc les attaquants se sont connectés en lieu et place de leurs clients pour faire ces virements. Donc tout ça pour dire que l'écosystème est extrêmement anxiogène et la menace est considérable. Alors que lorsqu'on évoque le cloud, bien entendu, on a quelques inquiétudes et quelques freins. Je voulais commencer par partager avec vous le fait que vous utilisez déjà le cloud. Il y a un cloud qu'on appelle le cloud contraint, le cloud non voulu. C'est quelquefois lié à certains business qui, voulant bénéficier de toute l'agilité qu'on a évoquée cette matinée, ont acheté des services sans forcément en parler à leurs services informatiques et encore moins à leurs services sécurité. Donc ça peut être un service, par exemple, RH, un service d'outils collaboratifs. Mais de manière plus pernicieuse, ce que je voulais partager avec vous, c'est des choses toutes simples qu'on rencontre tous les jours en milieu bancaire. Le partage, par exemple, de fichiers volumineux. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vivez tous les jours. On a fait une enquête, je tairai par discrétion l'organisme pour lequel on a fait cette enquête, sur où étaient stockés les documents classés confidentiels. Et il se trouve qu'en moins d'1 an, sur à peu près 1000 documents qui ont été créés à travers le monde, il y en a plus de 70% qui étaient stockés sur des plateformes de cloud public type Dropbox. Je ne sais pas si vous êtes amusé à lire les conditions générales de Dropbox, mais lorsqu'on a montré ces conditions générales au bord de cette structure, je peux vous assurer qu'ils ont été plutôt très, très surpris. L'autre chose qu'on peut garder en tête, c'est l'utilisation de la messagerie personnelle, qui là aussi repose quelquefois, voire souvent, sur les plateformes cloud publiques. Bon nombre de nos clients utilisent ces systèmes pour, par exemple, transférer des documents de leur domicile, tout simplement, vers le milieu de l'entreprise, voire, à l'inverse, accèdent à ces documents du périmètre de l'entreprise. Et malheureusement, ça a un impact assez considérable et c'est un des premiers vecteurs d'introduction de ransomware dans les banques à l'heure actuelle. Donc ça, c'est le premier élément. Lorsqu'on parle de cloud, c'est tout ce cloud non contrôlé qui impacte assez de manière drastique la sécurité des entreprises. Pour revenir plus au cloud, le premier enjeu à chaque fois qu'on évoque le sujet, et ça a été partagé ce matin, c'est la protection des données. Comment je m'assure que mes données restent sous contrôle, qu'on ne me les dérobe pas, que je ne les perde pas. Et également, ça a été dit, la localisation des données. Où sont mes données? Dans quel pays notamment? Je vais partager avec vous tout ce qui est lié au cloud souverain, qui est extrêmement important. Le deuxième enjeu, qui est considérable, c'est plus de 50% des raisons des attaques aujourd'hui, indépendamment du cloud, c'est l'authentification. On l'a évoqué là pour la Banque centrale russe.
La partie authentification est un enjeu considérable qui dépasse d'ailleurs largement le cloud, mais qui, dans un environnement qui n'est plus sous le périmètre de l'entreprise, est quelque chose qu'il faut véritablement regarder. On l'a évoqué, la contrainte réglementaire, qui est un autre frein très très fort. Est-ce que je serai conforme? Si je ne suis pas conforme en basculant mes workloads sur le cloud, est-ce que je vais perdre cette conformité? Ça, c'est une question qui revient extrêmement souvent. Et le dernier élément, j'aurais envie vraiment de mettre l'accent dessus, car c'est quelque chose qui est quelquefois oublié. C'est la notion de SLA, de réactivité, de transparence. Si j'ai un incident de sécurité, est-ce que je peux vraiment compter sur les différents intervenants de la chaîne et être aussi réactif que ce que j'ai pu connaître lorsque les infrastructures étaient chez moi. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement important, surtout lorsque on évoque les sujets de sécurité. Alors, depuis 10 ans, Amazon, donc 2006, depuis 10 ans, les choses ont largement évolué et les processus, les blueprints d'architecture, les technologies aussi, ont permis de répondre très largement à ces enjeux. Laissez-moi peut-être partager avec vous quelques réponses. Et voilà. Donc la première, je vous l'ai dit, c'est l'authentification forte. Au-delà de la technologie, ce qui est important, c'est l'utilisabilité de ces solutions. Il y a une notion très importante aujourd'hui lorsqu'on évoque la sécurité, c'est la manière dont elle est perçue par les utilisateurs. Le retour d'expérience montre que si les utilisateurs perçoivent ces solutions comme étant trop contraignantes, eh bien, ils vont trouver des moyens détournés, volontaires ou involontaires, pour accéder au système d'information. Donc, lorsqu'on évoque l'authentification forte, l'importance pour l'écosystème, c'est que ces solutions soient véritablement intuitives. Je voulais partager avec vous quelque chose que vous avez peut-être vu dans la presse aussi, c'est que c'est les systèmes que l'on a pu connaître. Je rebondis sur l'intervenant précédent qui parlait de 3D Secure. Donc toutes ces authentifications qui reposent sur des SMS ou des textes sont pas forcément extrêmement sécurisées, vous le savez sans doute. Il y a énormément de moyens de contourner ces éléments-là. Le hack SS7, par exemple, vous savez que les infrastructures télécoms sont facilement détournables. Et les problématiques de sécurisation malware sur les mobiles montrent que toutes ces solutions sont facilement contournables. Donc l'authentification forte est un élément important, surtout vis-à-vis des utilisateurs pour qu'ils perçoivent ces solutions comme non trop contraignantes. Le chiffrement, alors ça c'est un vrai sujet. La plupart des acteurs du cloud ont une solution, c'est le cas de notre partenaire ce matin. Ce que je voulais partager avec vous, c'est plus la problématique des clés. Et l'image que j'aime bien utiliser avec mes clients, c'est si vous voulez protéger votre domicile, par exemple, il se peut que vous ayez installé une porte blindée, par exemple, qui peut être plus ou moins d'ailleurs sécurisée. La question, c'est qu'est-ce que vous faites des clés ? Si vous n'y prenez garde, il se peut que vous laissiez les clés en partant de chez vous sous votre pot de fleurs. Car malheureusement, si les clés restent sur l'infrastructure cloud, tout à chacun, et en particulier des intervenants non voulus, peuvent accéder à vos clés et donc accéder à vos données. Donc là, il y a une vraie réflexion. Où se situent les clés de chiffrement et comment vous les gérez, ce qui n'est pas toujours trivial. Le troisième élément est souvent oublié également, le renforcement des infrastructures sous-jacentes. Elles aussi font partie de l'écosystème sécurité de votre infrastructure. Donc il s'agit véritablement de contrôler que les hyperviseurs, cet environnement partagé, est conforme et aux standards et à vos prérequis. Le quatrième élément est plus classique, mais très très important aussi. C'est la partie segmentation, filtrage. Il s'agit vraiment de décorréler vos environnements de production, de les isoler, vos environnements de développement. Et là aussi, ça doit être véritablement sous vos contrôles à tout moment pour que vous puissiez garantir une étanchéité complète. Et enfin, la partie détection, la partie remédiation. C'est souvent quelque chose de malheureusement oublié. Encore quelques années, certains acteurs me demandaient à quoi sert un SOC.
Juste pour partager avec vous une petite image, imaginez que vous êtes sur un champ de bataille, il y a de la brume partout. Si vous ne voyez rien, ça va être extrêmement compliqué pour vous de vous défendre. Donc cet élément de visualisation de qu'est-ce qui se passe sur vos infrastructures et comment y remédier est très important. Donc au-delà de ces solutions qui sont liées aux processus, aux technologies, ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est, ça a été évoqué par mon collègue en introduction, c'est la feuille de route. Comment on bascule d'un environnement périmétrique, un tant soit peu maîtrisé, vers cet environnement très, très ouvert. Donc c'est la méthodologie que l'on vous propose. Le premier élément, et lorsqu'on parle de sécurité, c'est extrêmement important, c'est la gestion des risques. Comment je vais prévoir mes risques? Ça se fait bien entendu absolument pas seul. Ça doit inclure la partie métier. Et bien définir donc, quelle est l'utilisation du cloud aujourd'hui. J'ai évoqué le Shadow IT tout à l'heure. Quels sont les risques induits? Définir très, très, très précisément quel est le scope que l'on va basculer sur le cloud. Et enfin, le troisième élément, la responsabilisation. La sécurité est l'affaire de tous, surtout pas que de vos équipes sécurité. Et afin d'avoir une bonne visibilité des risques, il s'agit d'avoir bien défini l'écosystème. La deuxième étape, très important, c'est de réfléchir et de définir les points véritablement fondamentaux. Ça a été dit ce matin, il est très rare que les clients évoquent un Big Bang. En règle générale, il s'agit de regarder un processus le plus transverse possible. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de simple, ça peut être quelque chose de complexe, mais de vraiment le voir de bout en bout pour y définir les meilleures pratiques. On va regarder, je vous l'ai dit, la partie gestion des authentifications. Et encore une fois, il y a des enjeux extrêmement forts, notamment liés à l'utilisabilité de ces solutions. La partie confidentialité, chiffrage, et en particulier la gestion des clés. Et enfin et surtout, la partie SLA. Quels sont les KPI que l'on va mesurer? Le droit d'audit que l'on a sur les infrastructures qui vont nous permettre de garantir ces SLA. La troisième étape, c'est la partie mise en œuvre et déploiement qui repose sur trois grands piliers. Le premier, c'est définir les rôles et les responsabilités des différents acteurs de l'écosystème. Le deuxième, c'est s'assurer que tout ce que l'on a défini en amont en renforcement de l'infrastructure de sécurité est bien mis en œuvre. Et la troisième, c'est de faire en sorte que cet écosystème soit parfaitement au courant des différentes politiques de sécurité, en particulier les utilisateurs. Il est vraiment essentiel qu'ils aient été éduqués sur les enjeux. Ça, c'est le premier niveau de sécurisation. Le deuxième niveau de sécurisation est tout aussi important, c'est la gouvernance. Il s'agit véritablement de contrôler à tout moment que ce que vous avez défini en amont est bien mis en œuvre. Donc, il s'agit de s'assurer qu'on a une évaluation continue des risques sur l'infrastructure. Le fait qu'on ait une visibilité permanente, je vous ai parlé tout à l'heure de détection et de remédiation, à ne pas oublier. Et enfin, faire en sorte que vous puissiez à tout moment mener des audits. Ça a été dit tout à l'heure, c'est un des enjeux très forts, notamment lorsqu'on parle de cloud public. La réglementation va par ailleurs vous le demander. C'est un des enjeux. Il faut que vous soyez en mesure de pouvoir à tout moment auditer les infrastructures pour faire en sorte de valider que le système soit bien en phase avec votre politique de sécurité. Sur ces quatre éléments, et je conclurai là-dessus, vous pourrez constater que l'on parle de cloud, de bascule vers des solutions big data, de vos propres systèmes d'information, on retrouve en fait une refonte de votre politique de sécurité. Et souvent, lorsque l'on évoque la bascule d'une partie du système d'information vers le cloud, en fait, très vite, on parle de comment j'adapte mes politiques de sécurité à cet environnement ouvert et comment j'utilise finalement cette réflexion de bascule vers le cloud qui est plus ou moins avancée pour mettre à jour ma politique de sécurité en fonction des risques auxquels on doit faire face.